Merci, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir le rappeur Smoky. Rappeur burkinabé, c'est le porte-parole du mouvement Balai Citoyen. Bonsoir, Smoky. Bonsoir. Nous allons parler des questions qui intéressent aujourd'hui le monde. Le terrorisme, d'abord. Alors, avec ce qui s'est passé en France, des attaques terroristes qui ont fait 132 morts. Quel est votre commentaire par rapport à ce qui s'est passé en France? Écoutez, c'est un drame, comme pourrait l'être un drame un peu partout dans le monde, partout où ça arrive. C'est un peu dommage qu'on en parle uniquement quand ça arrive à Paris. Oui. C'est ce que certains ont regretté. Au Nigeria, oui. Oui, c'est arrivé au Nigeria, c'est arrivé au Mali, au Cameroun, un peu partout. Et je trouve que c'est vraiment un problème fondamental aujourd'hui, contemporain. Et nous sommes de tout cœur, effectivement, avec les victimes du peuple de France. Je préfère l'appeler ainsi. Ce n'est pas simplement le peuple français, c'est aussi le peuple de France. Et malheureusement, les politiques aussi extérieures, calamiteuses, il faut le dire, de certaines grandes puissances, ne sont pas étrangères aussi à ce fait-là. Donc je crois qu'il faut repenser complètement les rapports nord-sud, les rapports Afrique, continent et grandes puissances. À votre avis, qu'est-ce qui a expliqué cette situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a un peu de tout. C'est vrai, la montée de l'intolérance, parce que le terrorisme en lui-même, quelles en sont les raisons fondamentales? Je pense que l'intolérance y est pour beaucoup. L'ignorance aussi, qui est toujours la mère de toutes les souffrances. Et puis l'instabilité de nos États politiques, entre autres, qui a malheureusement très souvent aussi été entretenue par une certaine forme de néocolonialisme. Et la malgouvernance, la pauvreté, la misère. Donc ça, c'est les raisons fondamentales du terrorisme. À côté de cela aussi, il y a l'endoctrinement. Exactement, mais cet endoctrinement vient parce que toute cette part de la jeunesse africaine-là est désœuvrée et manque de tout. C'est grâce à cela qu'on arrive à manœuvrer cette jeunesse et la faire servir de chair à canon. Voilà. Oui, au début de votre propos, vous avez dit que ça arrive dans les pays africains, le Nigeria par exemple, le Mali, mais on n'en a pas beaucoup parlé comme on en parle aujourd'hui avec la France. Est-ce que cela a une explication particulière selon vous? Bon, d'abord, il y a trois choses, je pense. La première, c'est vrai qu'il y a eu une médiatisation deux poids, deux mesures. La plupart des grands médias, il faut le dire, ont fixé leur actualité. Et je crois que le continent africain ne fait pas partie, malheureusement, de leurs priorités. Et ça, c'est bien dommage, c'est un fait à dénoncer, c'est indéniable. Il y a aussi les médias même, nationaux ou africains, qui eux-mêmes très souvent aussi passent à côté de certaines informations africaines, victimes aussi du rapport de domination des médias internationaux. Un rapport de force etc. qui est là. Voilà. Mais aussi les médias africains n'ont pas tous les moyens que les médias. Parfois, ce n'est pas juste les moyens. On a vu par exemple pour Boko Haram, il n'y avait pas beaucoup de questions de journalistes africains. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se passe en France fait l'actualité internationale, parce que la France aussi s'est donné les moyens de faire cette actualité-là. Donc ça, c'est le troisième problème. Je pense que c'est nos dirigeants africains qui n'ont pas, des fois, pas suffisamment de respect aussi pour nos martyrs et pour nos sacrifiés. On l'a vu dans mon pays, le Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré était en tournée lorsqu'il y a eu des inondations dans le pays qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Plus d'une centaine, même si je ne m'abuse. Il n'a même pas été fichu de rentrer au Burkina Faso. Il est rentré tranquillement de sa tournée comme c'était programmé. Il n'y a pas eu de deuil. Voilà. Alors, en ce qui concerne ce fléau, j'appelle ça fléau parce que ça a dépassé l'ampleur d'un phénomène, le terrorisme. Comment faire face à la situation? Quelles mesures préventives d'abord, mais aussi le phénomène existant, le fléau existant, comment faire face? Bien sûr qu'il faut prévenir plutôt que guérir. Il faut toujours régler les crises en amont plutôt qu'en aval. Et donc moi, je préconise plutôt, la société civile, je pense, on est à peu près tous du même avis, qu'on travaille la chose à la base, c'est-à-dire qu'on donne les moyens au peuple, aux États africains de combattre ce terrorisme-là par la formation, par l'éducation, il faut aussi humaniser les rapports qu'il y a
entre pays. C'est ce que je parlais tantôt. Et le combat n'est pas simplement au niveau de l'ONU, des grandes instances de décision. Ensemble, oui. Il faut arrêter aussi cette hypocrisie de vente d'armes. Voilà, on est contre le terrorisme, mais en même temps, on n'est pas contre de vendre quelques rafales de plus, quelques chars d'assaut américains ou F-16. Toute cette hypocrisie-là doit s'arrêter. Parce que finalement, on se prend tout ça en pleine face après, par la suite. Mais la base, pour moi, on arrivera à vaincre le terrorisme lorsque on va permettre aux Africains, que les Africains eux-mêmes, cette jeunesse-là, va prendre conscience qu'il est de son devoir d'obliger nos gouvernants à pratiquer la bonne gouvernance. Parce que pour l'instant, tout ça est lié. Très bien. Smoky, vous êtes le porte-parole du mouvement Balai Citoyen du Burkina Faso. On va parler de votre pays qui est en campagne électorale. L'élection présidentielle, c'est le 29 novembre prochain. Comment se déroule la campagne? Dis-moi, comment vous jugez le déroulement de la campagne électorale globalement? Des échos que j'ai avec les gens qui sont présents sur le terrain, notamment nos militants qui sont aussi en campagne, puisque après la campagne, après Ta révolte, ton vote que nous avions lancé début mars, nous avons lancé notre campagne Je vote et je reste, qui consiste à quoi? Nous demandons simplement à tous ceux qui vont dans les bureaux de vote, lorsqu'ils ont fini de voter, au lieu de repartir tranquillement vaquer à leurs occupations, ils restent sur place pour observer, en même titre que les autres observateurs, le déroulement des opérations. Mais tout cela avec prudence, parcimonie et pacifisme. On veut aussi qu'ils retiennent, d'abord qu'ils permettent le déroulement de ces élections-là dans toute la transparence pour éviter les contestations. On veut aussi la sécurité. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a éventuellement des regroupements bizarres ou des violences ou des vols d'urnes ou quoi, il suffit de prendre son appareil téléphonique, faire quelques photos. Les réseaux sociaux sont là, on peut alerter l'opinion publique. Oui, mais quand vous dites ça, est-ce que cela signifie que toutes les garanties ne sont pas réunies pour que le Burkina Faso vive une élection qui va se dérouler dans les normes non, pas du tout. Si vous voulez. Nous faisons confiance à la CENI. Toutes les conditions sont réunies à votre avis? Toutes les conditions semblent être réunies. Mais malgré la crise que vous avez vécue récemment? Oui, malgré la crise, parce que nous avons un peuple aujourd'hui convaincu et non un peuple vaincu. Un peuple qui a eu à prouver à 2 reprises déjà sa volonté de changer les choses. Donc ce peuple-là ne se laisse pas faire. Et aujourd'hui, les institutions sont en train de se renforcer. L'Assemblée nationale aussi est en train de faire un travail formidable. La CENI qui nous accompagne. Certaines structures nous accompagnent aussi sur le terrain. Et l'objectif est qu'effectivement, nous transformions ce rêve que Norbert Zongo, journaliste assassiné en 1998, avait vu pour le Burkina Faso, c'est-à-dire une nation forte et une nation où l'opinion publique compte, et enfin le fruit de la lutte, récolter le fruit de cette lutte-là. Alors, quel type de président ou bien quel profil pour diriger aujourd'hui le Burkina Faso dans des conditions acceptées et acceptables par le peuple burkinabé? Alors, le type de président, nous ne nous sommes pas penchés là-dessus. Nous pensons que dans la lutte et dans l'effort populaire, la révolution du peuple burkinabé, il faut des étapes. Nous ne sommes pas naïfs à ce stade de la lutte-là. Le changement, comme la jeunesse africaine le désire, ne viendra pas d'un coup. Mais quand même, il y a un angle de la situation à votre avis. Nous sommes sur les rails. Nous sommes sur les rails de ce changement, nous sommes sur les rails de ce développement. Donc, les candidats qui sont là seront validé à partir du moment où il ne peut pas être contesté, parce que tout s'est fait dans la transparence. Si c'est le choix du peuple burkinabé, il doit être admis comme tel, et on avance parce qu'on a 5 ans pour avancer. Si dans 5 ans on trouve que ce n'est plus le bon, on a encore la possibilité d'aller aux urnes. Mais nous espérons que le prochain candidat ne va pas, puisque certains sont issus aussi, ont collaboré avec l'ancien régime, ne vont pas pratiquer les mêmes méthodes, parce que sinon ils seraient capables de ne pas terminer ce mandat avec ce peuple-là qui est décidé effectivement à brouiller dans les rencarts. Votre pays a quand même vécu en 2 ans, ou bien en 1 année, 2 crises importantes, crises majeures. Pourquoi le Burkina Faso s'est installé dans cette situation quand même politique difficile, ou disons instable, si vous voulez? Écoutez, pour la simple et bonne raison que un peuple qui lutte est un peuple qui gagne.
pour la simple et bonne raison, comme Thomas Sankara disait, que seule la lutte libère. Cela faisait 27 ans qu'on avait un président au pouvoir. Je rappelle que la seule différence entre Blaise Compaoré et Nelson Mandela, c'est que Nelson Mandela a fait 27 ans en prison avant de devenir président. Blaise lui a fait 27 ans la présidence. Nous espérons qu'il fera aussi 27 ans en prison. Ça ne serait que justice. En tout cas, il doit être entendu. Il faut certainement lancer aussi un appel à ce qu'il soit entendu par les autorités. Mais ce n'est pas de sa responsabilité seulement, il y a aussi la responsabilité du peuple burkinabé. Mais le peuple burkinabé a pris ses responsabilités. Le peuple burkinabé après 27 ans. Après 27 le peuple burkinabé, pendant 27 ans, n'a pas dormi. Il a entamé un processus. Nous sommes simplement cette jeunesse, cette génération arrive à une certaine maturité qui a pris le relais. Sinon, il y a eu, bien sûr, des luttes sont à mettre, par exemple, au compte du collectif, avec les partis de l'opposition, entre autres. Les syndicats ont joué leur partition. Depuis les années 60, à partir de 66 déjà, il y avait une révolution qui a été mise en place. Nous considérons que ce n'est que la suite logique. En 83-87, Thomas Sankara, cette fois-ci en 2013. Notre génération a su ériger sa pyramide. Oui, une autre affaire qui préoccupe les Burkinabés, c'est l'affaire Thomas Sankara. Une enquête est en train de se faire ou d'être menée. Est-ce que vous aspirez à la vérité? Vous attendez que la vérité éclate par rapport à ce qui est en train d'être mené comme enquête? Bien entendu. Vous avez l'espoir que la vérité va éclater? Oui, moi je n'ai pas de doute là-dessus, je suis optimiste. Vous fondez votre espoir sur quoi? Je fonde mon espoir sur le fait que déjà, l'inhumation a été faite. Il fallait obtenir déjà l'autorisation. Donc les autorités de la transition ont quand même donné certains gages de bonne volonté. Aujourd'hui, ça a pu se faire. Des indices ont pu être prélevés. Des analyses ont été faites qui ont prouvé que feu président Thomas Sankara avait les bras en l'air. Donc ça veut dire qu'on conforte la thèse selon laquelle il s'était rendu et non pas qu'il a tiré sur ses agresseurs. Et donc ça prouve qu'on est dans la bonne marche. Les avocats qui sont eux-mêmes en charge du dossier de la famille sont des avocats qui suivent depuis longtemps, depuis de nombreuses années, font partie du collectif Justice pour Sankara, dont Maître Sankara lui-même qui est d'ailleurs candidat à la présidence. Mais ceci n'est pas le sujet. Je suppose, j'ose croire que c'est pour cela que nous n'avons toujours pas les résultats de l'analyse génétique. En tous les cas, nous l'attendons aussi, mais nous sommes confiants. Il y a un temps pour être pessimiste, pour inventer le parachute et prendre l'avion, et il y a un autre temps pour y aller, et nous y croyons. Alors, bien dit, en ce qui concerne votre mouvement, le Balai citoyen, votre rôle au plan social et politique au Burkina Faso, est-ce que ça a forcément un impact sur la vie de votre pays au plan politique, mais aussi au plan social? Si oui, à quel niveau? Ah ben écoutez, il m'est difficile de dire à quel niveau nous Vous savez quand même ce que vous êtes en train de mener comme action. Oui, nous menons des actions en tant que citoyens responsables comme tous les autres. Nous pensons qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Vous avez pris vos responsabilités? Oui, avant d'être artiste musicien. Dans quelle situation, par exemple, particulièrement, où vous êtes illustré? On a tenté, l'ancien régime de la 4e République a tenté de modifier la Constitution. Nous y sommes opposés. D'abord, la mise en place du Sénat, non. Le référendum, non. La modification, non. Nous sommes allés plus loin. Le peuple burkinabé l'a chassé de son palais. Et vous avez l'impression que votre action a été déterminante dans tout ça? L'action du peuple burkinabé dans son ensemble a été déterminante. Chacun a joué sa partition, chacun à tous les niveaux. Nous, la société civile, avons fait aussi ce travail-là, ce travail de conscientisation, de sensibilisation et de mobilisation. Et nous l'avons démontré encore une fois pendant le fameux putsch. Nous avons organisé cette marche-là sur le palais, qui a malheureusement fini en drame, puisque plus d'une vingtaine de gens ont été liquidés. Contrairement à ce qui a été dit, nous avons vu des gens du RSP qui trimballaient des corps, qui repartaient avec eux. Et bon, ça a été une douloureuse, effectivement, période. Mais dans tous les cas, il ne m'appartient pas à moi de dire jusqu'à quel niveau nous avons participé à cette lutte. Et je pense même que ça ne serait pas honnête. Parce que autant la diaspora, même de l'extérieur, tout le monde a participé à cette lutte. Bien sûr. Alors, il y avait une certaine forme de fédération, de fédéralité des luttes pour la résistance au Burkina Faso. Le Balai citoyen a été un des catalyseurs. Très bien. Le Balai citoyen au Burkina Faso, le mouvement Y en a marre au Sénégal, Filibi en République démocratique du Congo. Naturellement, il y a d'autres mouvements citoyens, certainement en Afrique.
Alors, quel est réellement ou comment vous jugez l'action de ces mouvements citoyens par rapport à ce qui se passe dans ces différents pays de façon globale? D'abord, elle est nouvelle, parce que ce sont effectivement des nouvelles forces qui arrivent, c'est nouveau, et c'est fondamental. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé depuis longtemps? Pourquoi est-ce que cette société civile est restée aphone, amorphe? Pourquoi elle n'a jusque-là confié son destin finalement aux politiques ou aux décideurs, voilà, etc. Parce que pendant de nombreuses années, effectivement, les quelques cadres de lutte qui existaient, parfois finissaient même par être corrompus par une certaine élite politicienne, et donc les luttes n'aboutissaient pas. Aujourd'hui, c'est bien. Trop de viande, comme on dit au pays, ça ne garde pas la sauce. Aujourd'hui, toutes ces formations qui sont en résistance, donc les uns se méfiant des autres, permettent d'une certaine façon de garder le même cap. Oui, malgré tout, il y a beaucoup de crises en Afrique. Je peux citer le cas de la Centrafrique, je peux citer aussi le cas d'autres pays. Du Burundi, d'autres pays aussi où on est en état de balbutiement en termes de crise. Tout ça. Cameroun, entre autres, oui. Gambie à côté. Vous pouvez encore citer d'autres pays. Est-ce que cela signifie que les mouvements citoyens, de façon générale, ont échoué quelque part? Non, ce n'est pas l'échec des mouvements citoyens. Cette résistance... Ce n'est pas seulement l'échec des politiques non plus. Non, cette résistance citoyenne, au contraire, qui est en train de s'organiser, je vous l'ai dit, elle est nouvelle. C'était un rôle qui était d'habitude, qui revenait aux partis politiques d'opposition. C'est parce que ces partis politiques d'opposition, et même des syndicats aujourd'hui, ont perdu un peu en crédibilité. Beaucoup de gens ont déserté les rangs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il fallait aussi une autre option. On peut toujours continuer, on travaille tous ensemble, mais c'est bien qu'il y ait effectivement que d'autres personnes de la société civile qui ne sont ni politiques, ni syndicalisées, etc., etc. Nous avons une matière informelle, nos populations sont énormément informelles. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas concernés, la plupart ne sont pas concernés par les luttes syndicales, ni par les partis politiques d'opposition. Mais ils doivent s'impliquer parce que ce sont des citoyens. Absolument. Et qu'ils doivent participer à l'action de la vie publique. Très bien. Simoki, merci. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement Balai Citoyen du Burkina Faso. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et excellent séjour à Dakar. C'est très gentil, merci. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, c'est fini pour ce soir. À vous l'antenne. Demain, retrouvez membre du BACAN sur ce même plateau. Excellente soirée chez vous.